Salam alaikum, bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette fameuse vidéo avec Monsieur Talab Bey, qui avait très bien marché. Merci pour vos retours, vos beaux commentaires, surtout les étudiants. Ils ont été ravis de vous voir sur notre chaîne. Merci de nous réaccueillir. Ben merci, en tout cas c'était vraiment très sympathique et un bon échange sur la première vidéo. On espère que ce sera le cas pour le deuxième. On en est sûr. Pour la première vidéo, elle parlait de Garden. Le Garden, oui. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de flou. Vous sortez un livre sur Garden Oui, prochainement. Vous donc pouvez nous en parler? oui, c'est un livre d'architecture qui parle de Garden City et toutes les différentes phases de sa réalisation, l'idée, comment le projet s'est conceptualisé. Donc c'est un livre d'architecture, donc on a essayé de trouver le bon équilibre, c'est-à-dire que essentiellement destiné à un public ou à des lecteurs C'est large. plutôt Restreint. avertis, chez architectes, ceux qui s'intéressent à l'architecture, étudiants en architecture. Et puis on a essayé d'être un peu plus utiliser plutôt une façon d'exposer le projet de manière assez simple. D'abord, un livre d'architecture, c'est beaucoup d'images, beaucoup de photos, Beaucoup il y a des d'illustrations. plans, des illustrations. Et puis, il y a des interventions d'architectes collègues qui ont intervenu. Je citerai l'Arabie Marham qui On lui parle, passe un salut. passe un grand salut, qui parle d'un sujet particulier et de ce que lui a ressenti sur le projet. Il y a Amin Ben Issa aussi, architecte urbaniste, qui a travaillé sur la wilaya d'Alger, de manière générale sur le plan de développement du Grand Alger. Il y a eu aussi une intervention d'un designer français, Christophe Pillet, avec qui j'ai travaillé sur quelques projets, s'agissant du mobilier urbain et certains petits détails. Et puis il y a Djilali Tahraoui, architecte enseignant à Oran, qui a aussi intervenu sur le livre. Donc j'ai eu la chance on a pu pour un premier temps faire sortir quelques exemplaires et j'ai eu la chance de présenter le livre dans quelques facultés universités d'architecture. Je l'ai fait à l'école d'Alger, donc l'EPO. J'ai fait à Béjaïa, Oran et Tlemcen. Et je l'espère pour cette année 2024 le faire sur d'autres sites. Inch'Allah. Vous êtes le bienvenu à Tizi Ouzou. Et à chaque fois, on a mis à la disposition, ce qui est normal, on a mis à la disposition leur bibliothèque. C'est-à-dire à chaque fois qu'on donnait un exemplaire à la bibliothèque de chaque site. Hâte de vous lire. On a parlé de Garden City. On va parler d'un projet qui est juste à côté, qui Oui. nous a vraiment plu. C'est le concept des façades mobiles. Est-ce Oui. que c'est par rapport à la lumière avec l'espace intérieur ou bien c'est par rapport au mode de vie d'un Algérien? Alors, le projet, c'est le projet résidentiel qui est limitrophe à Garden City. Il faut savoir que Oui. le projet qui a été initié, ça fait maintenant, on va dire, 5 ans, pratiquement 6 ans, début de réalisation. Nous avons initié ce projet dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait une partie résidentielle et Garden City. Sur cette partie résidentielle, il y a des logements collectifs et quelques villas individuelles. Donc, sur les logements collectifs, euh, c'est des logements qui ont été conçus, bien sûr, en tenant compte du contexte local, Ouais. comment les gens vivent, comment les gens s'approprient l'espace commun et surtout comment les gens s'approprient l'espace privé. Donc, c'est des logements qui sont traversants, c'est-à-dire qu'ils ont deux façades de part et d'autre pour la grande majorité. Et puis au niveau on va dire des façades, euh, on a mis en sorte d'avoir des terrasses qui deviennent des espaces de vie, c'est-à-dire c'est des espaces de terrasse assez généreuses. Et on a introduit un système donc de persiennes coulissantes. On n'a rien inventé, mais l'idée était pour nous était assez sympa parce que ce système-là permet d'intimiser les zones au besoin. On n'est pas figé sur un espace. Donc il y a des raisons
des raisons, disons, de vis-à-vis, il y a des raisons d'intimité, il y a des raisons de traitement ou d'atténuer l'intensité du soleil, etc. Donc, mais le fait d'avoir des persiennes coulissantes euh, permet à l'utilisateur de, de l'utiliser de manière en fonction Gérer son espace comme il en est. fonction de ce qu'il cherche. Et puis, en termes de façade et d'harmonie globale du projet, on a cette dynamique, ce qui fait que, on va dire que dans la semaine, vous allez avoir 4-5 variantes de la Voilà. façade Voilà, C'est c'est dans ça la qui est semaine, beau. dans la journée, mais je sais même pas. dans la journée. Donc, vous avez ce résultat qui peut être sympa. Ça nous épargne ce phénomène de balcons plus que discutable qui sont fermés par du PVC en bed. Donc, indépendamment, bien sûr que normalement, tous les projets résidentiels, ben, logements collectifs, comme partout, la réglementation existe, etc. Pour justement, les gens doivent signer un cahier de charge, un règlement de copropriété, parce que la façade, c'est la propriété de la copropriété, mais la jouissance de la terrasse ou du balcon, elle est individuelle. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qu'on le voit un peu partout, c'est-à-dire l'appropriation de la terrasse, en fait, c'est une extension de l'espace interne. Moi, je pense que la raison principale est que c'est très simple. C'est que le logement, il est soit pas assez, pas assez généreux en termes d'espace. Souvent, les espaces ne sont pas adaptés, c'est-à-dire il y a un manque de pianderie, un manque parfois d'extension de cuisine, etc. Et donc, les gens automatiquement s'approprient le balcon ou la terrasse. Donc nous, d'abord, on est dans un contexte particulier parce qu'il s'agit de résidences qui sont destinées à un certain prestige, donc c'est du résidentiel standing. Mais pour nous, l'idée d'offrir une terrasse, vraiment une terrasse, c'est-à-dire qu'avec une profondeur, une largeur, de telle manière que les gens peuvent aménager un mobilier. Et souvent on est dans des situations où les gens créent un entre-deux. Ce n'est ni terrasse assez généreuse, ni système de balcon à la parisienne. Donc souvent, les gens sont entre les deux, et puis au final, les gens s'approprient cet espace et le ferment, et ça devient assez inesthétique sur l'ensemble. On voit même les balcons avec le duplex. Oui. Balcon Voilà, sur c'est ça dont terrasse. j'allais parler. C'est un balcon sur Oui. sous sa sa terrasse, propre oui. habitation. Oui, bah, vous aurez, je pense, certainement illustré lors de la vidéo, peut-être des photos. Et l'idée est que concevoir un bâtiment en vertical, puisque même si c'est à une échelle différente des tours, mais c'est quand même un bâtiment vertical. Donc l'idée était toujours de créer une base, donc un soubassement, un corps de bâtiment, et ensuite Couronnement. un couronnement. Donc le couronnement, il se traduit à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan formel. Ouais. Donc la terminaison, souvent c'est des duplex, etc. Donc pour quelqu'un qui est initié, comprend qu'il y a quelque chose de différent qui se passe, donc en termes de typologie. Donc c'était ça, sur ce projet-là, la terminaison c'était des duplex, et puis c'était ce traitement-là d'avoir une terrasse en double hauteur et un balcon qui donne sur la terrasse du premier niveau. Donc c'est exactement ça. Vous êtes un des rares architectes algériens à produire réellement de l'architecture. Ça nous amène à la prochaine question. Plusieurs étudiants ont voulu savoir, je vais même pas dire comment, je veux dire, est-ce que c'est possible en Algérie de ne pas sentir cette rupture entre ce qu'on fait en atelier, l'architecture qu'on produit en atelier, et la réalité du pays? Est-ce que c'est possible de produire de l'architecture? D'abord, il y a d'excellents architectes en Algérie qui font d'excellents boulots. Oui. Ils ne sont pas nombreux parce que la difficulté du métier est là. Et il y a des architectes talentueux qui le font assez bien en Algérie, puis d'autres ont eu la chance d'exercer un international. Donc le passage d'étudiants vers le monde réel, donc vers la vie active, notamment l'exercice du métier, quelque chose d'assez qui doit se faire de manière assez naturelle. C'est-à-dire que ce passage,
quand vous êtes étudiant, vous êtes censé avoir cette permission, cette liberté totale de concevoir. On a tendance à penser ça, de ne pas trop penser à l'économie du projet. Pour certains, imaginer que c'est faire des projets même à la limite extravagants. Mais je suis pas d'accord. Il y a on va dire pour moi, ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti dans ma vie d'étudiant, c'est que cela dépend de l'orientation de l'encadreur. C'est vrai qu'il y a des encadreurs ou des étudiants, je ne parle pas des premières années d'études en architecture, parce que là, on apprend comment les basiques de l'architecture, traitement d'échelle, les représentations graphiques, etc. Mais je parle des dernières années avant l'obtention du diplôme. Il y a des profs qui orientent, il y a des profs qui cadrent un peu la démarche architecturale, qui essaient de se rapprocher au maximum de ce que l'étudiant va vivre quelques mois après. Il y a des tendances où on donne effectivement un peu plus de liberté, etc. Donc, je pense que l'étudiant doit trouver doit trouver le bon équilibre entre les deux, mais doit forcément se préparer à la vie qui vient après. Donc ça se fera graduellement. Là, c'est une affaire d'expérience et de chance, parce que d'abord, on ne peut pas concevoir immédiatement ou dès qu'on sort de l'école d'architecture. On est souvent dans un bureau d'architecte. D'abord, il y a comment dire, un stage légal pour ouvrir pour son propre compte, mais déjà être dans un bureau ou travailler chez un architecte qui vous donne cette liberté de concevoir, même si vous, sur un projet, vous donne un petit espace à concevoir, un grand espace, au fur et à mesure, vous allez développer votre connaissance de conception. Et puis ça, c'est une expérience qui s'acquiert avec le temps. C'est l'observation, c'est avoir les bons réflexes. Et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'exercice, au fur et à mesure du dessin, au fur et à mesure des, on va dire, des projets, que l'étudiant devient réellement architecte, il se forge. Il faut savoir que quand l'étudiant termine, euh, quand l'étudiant termine son cursus, il n'est pas architecte, il est diplômé en architecture. Donc il ne faut pas faire cette confusion. Donc c'est le passage de diplômé d'architecture vers l'architecte que j'expliquais que le process comment se déroule. C'est ce qu'il nous a dit Rudy hier, il n'y a pas un architecte qui a 30 ans. On est architecte à partir de 40 ans. Bah, la vidéo, elle est censée être sortie, Lucas. Oh, voilà. Non, oui, c'est vrai qu'avec le temps, l'architecte prend de l'expérience et dans certains pays développés, je cite par exemple les États-Unis, c'est un peu plus, on va dire à partir de 30 ans, le bonhomme est déjà un bon architecte. Je cite par exemple, peut-être c'est une exception, mais c'est quand même, faut le citer, Richard Meyer a été le plus jeune architecte Pritzker Prize. Et je pense qu'il a été Pritzker à 32 ou 35 ans, ce qui est énorme. Vous savez, être Pritzker, on dit, c'est l'équivalent du Nobel en architecture. C'est pas le cas, parce que le Nobel, c'est une récompense par rapport à des travaux bien précis, bien donnés sur des choses spécifiques. Tandis que le Pritzker Prize, c'est une récompense sur une carrière, sur un ensemble d'œuvres, sur un cheminement, un courant artistique. Donc, lui, peut-être c'est le contre-exemple, mais bon, je pense pas que c'est une affaire d'âge. Je pense que c'est une affaire bien sûr, avec l'âge, il y a forcément plus d'expérience, mais c'est plutôt Ambition. l'ambition, ça c'est clair, et puis l'exercice du métier, au sens large du terme. C'est-à-dire, on peut sur 10 ans faire 2-3 projets, mais on peut sur 10 ans dessiner, faire une quarantaine de projets, donc c'est différent. Donc c'est plutôt l'exercice. C'est plutôt l'exercice. Donc il faut avoir la chance de tomber dans un bureau d'études renommé. Pas forcément renommé, parce que il faut d'abord tomber dans un bureau d'études où il y a de l'activité, il y a de l'architecture. Quand je dis de l'activité, il faut concilier entre
la réalité du dessin, la réalité extérieure, c'est-à-dire les travaux, le suivi des travaux, la faisabilité technique, qui ne doit pas être bien sûr négligée. Pourquoi? Parce que dès la conception, l'architecte, avec l'expérience et avec les informations et les outils locaux, développe un réflexe de dessin qui va se traduire à la réalisation. Donc c'est tout ça. C'est un équilibre qu'il faudra trouver, mais être dans un espace, être avec des confrères ou des collègues qui stimulent et qui donnent cette impulsion pour aller de l'avant. Marceau, comme je dois s'agir. Et c'est- Et c'est difficile de faire de l'architecture, puisque vous êtes de Tizi, difficile aussi de, je prends ça comme un acteur, de faire de l'architecture à distance, télétravail. Bon, les gens peuvent faire des réunions de travail pour certains sujets, mais il faut vraiment être sur place, il faut vraiment échanger avec les gens qui sont autour de vous, c'est-à-dire échanger autour d'un plan, autour d'une feuille blanche, faire des simulations, faire des dessins. C'est vraiment un travail où il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'essais. Je ne connais pas, mais je dirais que c'est très rare. Et Un on ne compte pas projet, rester à Tizi. Pas du tout. à Tizi, c'est à 100 km, hein, c'est pas très loin aussi. Maintenant, on va parler de vous et toujours dans les commentaires de la dernière fois. Vous êtes architecte et entre guillemets promoteur. Donc, on veut savoir comment vous arrivez à gérer entre ça. Comment trouver l'équilibre entre Architecte et l'architecture promoteur. et le métier de promoteur. Oui. D'abord, c'est des métiers qui ne sont pas, Compatible. ils sont compatibles, ils ne sont pas incompatibles. La réglementation algérienne, comme dans pratiquement la grande majorité de pays qui nous entourent et des pays occidentaux, est une activité qui est aussi compatible. Et je pense que je le prendrais comme une chance. J'ai effectivement cette chance de pouvoir développer, parce que quand on dit promoteur, d'abord c'est une entreprise dédiée à la promotion immobilière, mais c'est une chance parce que ça permet d'abord, à la fois sur le plan investissement, à la fois ensuite sur le plan idée du projet, conceptualisation du projet, c'est une chance d'éviter d'éviter une certaine étape. L'étape du maître d'ouvrage autre qui permet parfois que le process de conception et de mettre en œuvre les choses prend un peu de temps. Donc c'est une étape c'est une position qui permet de gagner du temps parce qu'on sait voilà, on va faire ça a été réfléchi, on va développer ce type de projet pour ce site, etc. Mais ensuite, il y a l'architecture qui est autre chose. Le système, ou le process conceptuel est exactement pareil qu'une autre situation. Je pense que pour un architecte algérien, c'est une chance de pouvoir développer des projets dans cette situation. Mais vous avez des exemples d'autres promoteurs locaux en Algérie. Ensuite, il y a la qualité architecturale Même pas trop là. qui fait la différence entre telle ou telle personne. Monsieur Tarek Bey, c'était un honneur et un privilège de vous avoir avec nous. Au plaisir de vous avoir. Merci à vous. Toujours plaisir aussi de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Peace.